Au-delà d'un parcours individuel, la candidature de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, à la tête de l'Organisation des Nations Unies vise une revitalisation du multilatéralisme, mais pose également la question de la place de l'Afrique dans les instances de décision internationales. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Lucarne politique qui traite des enjeux de la candidature de Macky Sall à la tête de l'ONU. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau Dr Marc Essis, directeur de l'Institut des Relations internationales et de la gouvernance, IRIG. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, c'est un plaisir d'être là. Nous avons également Victor Diokoyi, analyste politique. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et en duplex de New York, nous avons Dame Babou, journaliste correspondant de Sud Communication Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Marcel pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Je salue également les autres invités et vos téléspectateurs. Messieurs et chers téléspectateurs, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur la vision de Macky Sall et on se retrouve juste après. Face à la multiplication des crises systémiques en Afrique, conflits armés persistants, dérèglements climatiques et creusement des inégalités, la candidature de Macky Sall à la tête de l'ONU, portée par la vision « Refonder le multilatéralisme pour un monde meilleur », vise à réformer un ordre international fragilisé. Il défend une réforme articulée en 3 axes complémentaires, l'intégration de la paix, de la sécurité et du développement, avec un accent sur la prévention des conflits et les États fragiles, la modernisation d'un multilatéralisme plus inclusif face aux crises globales et une gouvernance onusienne plus efficace, transparente et digitalisée. La réforme des Nations Unies va buter sur un verrou qui est structurel, le droit de veto, les 5 grandes puissances du Conseil de sécurité. Puis d'autre part, il y a une sorte de mésentente. Si on regarde le Sud global, par exemple, il n'y a pas d'entente pour savoir qui va occuper le siège permanent. Et puis le multilatéralisme est mis à mal par des blocs tels que le G20 et les BRICS. Dans ce contexte, les attentes de l'Afrique sont particulièrement élevées. Bien que centrale dans les travaux du Conseil de sécurité de l'ONU, elle ne dispose d'aucun siège permanent et seulement de 3 sièges non permanents attribués pour des mandats de 2 ans selon un système de rotation, tandis que depuis janvier 2026, la République démocratique du Congo et le Libéria y siègent dans un contexte de multiplication des crises humanitaires et conflits, notamment au Soudan, au Sahel et dans l'est de la RDC. À cela s'ajoutent des enjeux climatiques majeurs avec des coûts d'adaptation estimés entre 30 et 50 milliards de dollars par an sur la prochaine décennie en Afrique subsaharienne, ainsi que des défis persistants liés au maintien de la paix, à la résolution des conflits, renforçant l'urgence d'une réforme de la gouvernance mondiale. Alors cette candidature, celle de Macky Sall, est un levier symbolique et diplomatique très puissant, en portant la vision d'un multilatéralisme refondé. Macky Sall, on ne demande pas seulement une place pour l'Afrique, il propose une nouvelle doctrine de sécurité qui lie le développement et la stabilité. Et si cette démarche aboutit, cela transformerait tout simplement, selon moi, l'Afrique de sujet de l'ordre international en un architecte de la gouvernance. Toutefois, la candidature de Macky Sall s'inscrit dans une équation diplomatique complexe marquée par des divisions africaines avec l'absence de consensus au sein de l'Union africaine, des réserves de certains États et la distanciation d'au moins une vingtaine de pays, tandis que le Sénégal l'a officiellement désavoué le 27 mars 2026 en affirmant n'avoir à aucun stade soutenu cette initiative, fragilisant ainsi sa légitimité. Malgré cela, il poursuit sa campagne en s'appuyant sur son expérience à la tête du Sénégal de 2012 à 2024 et sa présidence de l'Union africaine en 2022. Le candidat Macky Sall propose une vision intégrée de la paix, de la sécurité, du développement. Il veut également revitaliser le multilatéralisme et renforcer la gouvernance de l'ONU. Docteur Essis, réaction? Bien, merci madame. Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour l'opportunité. Dire de cette initiative de Macky Sall qu'il s'agit d'une initiative qui relève du symbolique, parce que si l'on analyse rigoureusement les circonstances qui président à cette candidature, il faut, en toute sûreté de conscience, dire que l'affaire est quelque part mal partie. Parce qu'avant d'aborder les questions de nature programmatique, c'est-à-dire ce qu'il ambitionne de faire en tant que secrétaire général des Nations Unies,
encore faut-il vider celle préjudicielle de la légitimité de sa candidature et des chances réelles qui entourent cette candidature. Et je puis affirmer que nous sommes africains et d'un point de vue anthropologique, quelles que soient les initiatives que nous prenons, la base minimale, c'est l'onction de notre patrie. La base minimale, c'est vraiment l'onction de la famille. Effectivement, il faut justement évoquer ses soutiens et ses objections à cette candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Comment cette candidature, justement soutenue par le Burundi et rejetée par 20 États de l'Union africaine sur 55, peut-elle réellement peser? Avant d'arriver à vous, docteur, je vous permets de répondre à cette question. À savoir? Justement, comment cette candidature peut réellement peser? Mais la candidature, comme je le disais tout à l'heure, a un biais congénital. Parce que le Burundi, c'est vrai, est un État qui compte en Afrique, parce qu'en diplomatie, il n'y a pas de petits États. Du point de vue formel, la candidature satisfait aux exigences minimales, à savoir le fait d'être porté, pour ne pas dire parrainé, par un État africain. Cela a été fait, cette condition minimale a été satisfaite. Encore faut-il savoir quelle portée cela pourra réellement avoir sans l'onction du Sénégal, encore moins celle de l'Union africaine. Victor, réaction? Je suis un peu perplexe, mais un peu mal à l'aise aussi. L'Afrique est complètement, mais presque totalement absente des hautes instances dirigeantes du monde. Donc quand on a un frère, un fils de l'Afrique qui est présent et qui veut justement se donner cette possibilité ou cette responsabilité, en principe, il devrait avoir l'unanimité. Il devrait être aidé et poussé. Il se trouve que, comme le docteur Essis l'a dit, on a des difficultés à nous entendre en Afrique et pourtant j'estime que sur les 4 candidats présents à cette élection, à ce vote, Macky Sall a le meilleur profil. Il a un bon profil. Parce que je pense que quand on prend par exemple le cas de Mme Bachelet, elle est comptable du mandat de Guterres. Donc pour moi, elle ne présente pas le bon profil pour la simple raison que Guterres est comptable des guerres qui sont au Soudan, comment on dit ça, d'enlèvement de Maduro, de l'Ukraine et puis de l'Iran. Donc, il nous faut renforcer notre lien fraternel autour de Macky Sall pour permettre qu'il soit à ce poste et pour renforcer, si vous le voulez, notre capacité à être dans les hautes instances dirigeantes du monde. C'est ce que je pense. Dame Babou, quels peuvent être justement, selon vous, les enjeux de cette candidature de Macky Sall à la tête de l'ONU? Pour les enjeux de la candidature de Macky Sall, il faut le prendre en 2 parties. La première partie, c'est que d'abord, c'est le rayonnement politique et diplomatique du continent et du Sénégal, malgré le fait que ce gouvernement ne le soutient pas. S'il devenait aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, évidemment, ça rejaillit positivement sur l'Afrique et sur le Sénégal. Deuxièmement, en termes d'organisation et de gestion du système en tant que tel, immédiatement, et peut-être que l'histoire de Macky Sall et son expérience en tant que leader politique, en tant que leader d'un pays, en tant que leader de grandes institutions dans son propre pays, ça c'est un enjeu de taille qu'il pourra apporter. Si vous faites attention lors de son interview devant les nations, il a mis en avant et très largement cette expérience-là, comment il peut réformer, etc. Et deuxièmement, selon lui, le système des Nations Unies aujourd'hui a besoin peut-être d'un leader pas trop conflictuel, pas trop antagoniste et qui cherche des camps parmi les forces qui se battent dans le monde, en particulier les États-Unis avec l'Occident derrière et la Russie et la Chine de notre côté. Probablement, c'est un enjeu de taille s'il arrive
à organiser une discussion et un dialogue sur les questions qui peuvent faire l'objet des dialogues. Mais ce ne sont pas toutes les questions qui peuvent faire l'objet des dialogues. Donc je pense que il faudra retenir que malgré le prestige et malgré la capacité à influer sur le fonctionnement de l'organisation en tant que telle, et ses démembrements et autres, et de la gestion de ses finances et autres, malgré les capacités de Macky Sall, son impact est très très limité parce que, qu'on le veuille ou non, le système des Nations Unies se limite à 5 pays en réalité pour les décisions importantes. Michel, réaction? Oui, bon, vous savez, la candidature de Macky Sall, comme vous l'avez si bien dit, elle est symbolique hein, pour l'Afrique. Elle est symbolique en ce sens que l'Afrique n'avait pas présenté de candidat depuis longtemps. Et aujourd'hui, un candidat qui se déclare venir de l'Afrique, ça ne peut que réjouir les Africains dans leur ensemble. Mais comme l'a dit Dr Issis, une candidature ne peut pas venir ex nihilo. Elle doit être soutenue par ceux-mêmes qui doivent l'engendrer, c'est-à-dire ses pairs. En Afrique, comme ça, on dit l'onction familiale avant d'aller conquérir le monde. Donc, Macky Sall ayant buté sur cela, parce qu'il a demandé au Sénégal, le Sénégal ne l'a pas accepté. Aujourd'hui, sa candidature ressemble plus à une aventure solitaire qui aura du mal à capter même les autres pays. Parce qu'au-delà de l'Afrique, il faut pouvoir aussi, dans ta diplomatie, conquérir les autres pays, et non seulement les pays membres de l'ONU, et aussi les 5 pays du Conseil de sécurité. Donc tout cela fait que la candidature de Macky Sall aujourd'hui souffre de nombreuses faiblesses. Au-delà de la symbolique, elle souffre de nombreuses faiblesses. Donc aujourd'hui, moi, je regarde Macky Sall comme un candidat qui va se donner de la voix, qui va se donner les moyens, mais je crains fort qu'il n'aille pas même jusqu'au bout. Parce que les élections, c'est jusqu'en novembre, octobre, là-bas, on n'est même pas encore aux élections. On a 4 candidats déclarés. D'autres candidats, certainement, vont se déclarer après. Mais pour l'instant, Macky Sall, il navigue seul. Et je crains fort que cette navigation puisse échouer avant le verdict final. Docteur, il faut noter justement que ces objections ont été essentiellement d'ordre procédural, notamment la démarche du Burundi aussi reposait notamment sur une procédure de silence, un mécanisme courant dans les enceintes multilatérales. Alors, il faut simplement dire que le soutien apporté par le Burundi repose certainement sur le principe de la solidarité intra-africaine. Alors, ceci dit, il y a quand même des préoccupations d'ordre diplomatique que ça soulève parce que pour un État tel que le Burundi, adouber la candidature d'un acteur majeur de la scène politique africaine qui, au niveau domestique, ne jouit pas de cette légitimité, cela pose question quant à la courtoisie, parce que l'une des règles majeures de la diplomatie, c'est vraiment le principe de courtoisie entre les États. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui a présidé au choix à ce soutien du Burundi, mais ça pose véritablement un problème parce que ce qui a jusque-là fragilisé l'Afrique dans les instances internationales, tout à l'heure, mon frère le disait, l'Afrique occupe une place marginale dans les instances de la gouvernance mondiale, mais cela procède quelque part du manque de cohésion, parfois aussi de l'impréparation, parce que la voix de l'Afrique doit avoir, dans le backstage, fait l'objet d'un travail de sorte que l'Afrique puisse parler de façon efficace, de façon à infléchir les rapports de force sur la scène internationale. À ce stade, nous n'avons même pas encore commencé à analyser les dynamiques de rapports de force au sein du Conseil de sécurité. Mais ça, c'est une véritable gageure. Et Macky Sall, de par le mode opératoire qui préside à l'annonce de sa candidature, se met une balle dans le pied lui-même en ne s'entourant pas de toutes les garanties. Et je pense même que cette candidature procède d'une relative improvisation parce que quand je regarde rétrospectivement les circonstances qui ont présidé à son départ du pouvoir, je me dis qu'il ne s'est pas donné toutes les armes pour garantir le succès de ce projet. Au passage, je dis que le succès de toute initiative est multifactoriel. Tout à l'heure, mon frère parlait du profil, qu'il aurait le meilleur profil de tous les candidats. Je lui concède cela, mais le profil seul ne saurait suffire à garantir le succès à une compétition
aussi rude que le poste de la candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Alors, il en faut d'autres. Je vous invite à suivre ces réactions de Sénégalais vis-à-vis de la candidature de Macky Sall à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Les Sénégalais doivent le soutenir car il a servi le pays avec dévouement. En tant que président pendant 12 ans, l'a représenté avec dignité à travers le monde. Je pense que nous devrions l'appuyer afin qu'il remporte le poste de secrétaire général de l'ONU. J'exhorte mes compatriotes à s'unir autour de sa candidature, car sa victoire sera celle du Sénégal tout entier. Il est temps de mettre de côté nos divergences, nos querelles politiques pour placer l'intérêt supérieur de la nation en avant. Il fait partie des meilleurs présidents du Sénégal. Oui. Et il peut gérer les Nations Unies, là, je pense. Ah, c'est ce que je pense, moi. Mais je ne sais pas les autres. Peut-être. En tant que Sénégalais, mais aussi Africain, je suis très fier de voir aujourd'hui un Sénégalais aspirer à ces hautes fonctions, au niveau international. Surtout aussi dans un contexte où on nous parle de l'Afrique et de souveraineté. Quand on voit un Africain aujourd'hui aspirer à ces postes de responsabilité, c'est une fierté qui nous anime. Je pense que aussi toute l'Afrique et le Sénégal en général devraient aujourd'hui soutenir cette candidature pour tout simplement participer au rayonnement et à la promotion des Africains et des Sénégalais et un peu partout à travers la planète. C'était la réaction des Sénégalais justement sur la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général. Victor Djokoyi, je me tourne vers vous. Macky Sall dispose notamment d'un profil politique diplomatique de premier plan entre son titre d'ancien chef d'État, son titre justement d'ancien président de l'Union africaine en 2022. Il a également porté le plaidoyer pour une meilleure représentation de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, notamment contribuant à l'obtention d'un siège de l'Union africaine au G20. C'est cela. Vous comprenez que vous avez cité tous les atouts dont il jouit qui puissent lui permettre d'être un bon négociateur à la tête de l'ONU. Parce que pour la mandature qui va passer bientôt, c'est ce que nous n'avons pas eu. Et Macky Sall est un bon négociateur. N'oubliez pas qu'il a été choisi comme envoyé spécial du président Macron pour les populations et la planète, mais ça aussi dans le cadre de la négociation pour permettre à l'Afrique d'être au cœur de la diplomatie, comment on dit ça, diplomatie environnementale. Donc c'est un homme accompli. C'est vrai qu'on peut citer, si vous voulez, sa sortie de sa dernière mandature, mais en principe, pour l'intérêt ou l'enjeu que représente cette élection, en principe, on devrait pouvoir dépasser ça. Je voudrais vous dire que dans la texture de positionnement en Afrique, les pays anglophones se sont toujours souvent opposés à tout ce qui vient, toutes les candidatures, des projets qui viennent du côté du bloc francophone. Si vous remarquez très bien les pays qui s'opposent à Macky Sall, c'est l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Rwanda, etc., etc. Donc, les pays qui sont dans l'autre bloc. Ben, justement, il ne faut pas donner... Et puis, ça veut dire qu'il y a quand même 35 pays qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont rien dit, mais le ne rien dire, là, suppose un soutien, peut dire un soutien, parce que qui ne dit rien consent. Donc, je veux dire que il ne faut pas désespérer. Il faut plutôt aller derrière, soutenir notre frère, pour qu'une fois de plus, comme je l'ai dit, nous puissions être représentés dans les hautes instances dirigeantes du monde. Et c'est très important. Dame Babou, justement, quel impact pourraient avoir ces atouts de Macky Sall pour cette candidature? On peut dire que le premier résultat, si Macky Sall venait à être élu, ce serait la correction des mythes, parce qu'en réalité, la capacité des Africains à diriger de grandes organisations reste toujours des discussions au niveau de l'Occident et une partie d'autres parties du monde. C'est presque un mythe qui est entretenu. Parce que rappelez-vous
que les deux Africains qui ont eu à diriger l'Organisation des Nations Unies, Boutros Ghali et Kofi Annan, c'est dans des conditions très difficiles, dans des conditions particulières, durant la guerre froide et ensuite le conflit israélo-arabe qui s'est glissé dans le mandat de Boutros Ghali qui a été écourté. Et Kofi Annan a été élu dans des conditions très très difficiles et il n'a pas eu vraiment le temps de diriger parce qu'il y avait toujours cette suspicion, ce soupçon qu'il était pro-américain, ce qui fait qu'il lui a manqué le soutien des d'autres parties du monde qui étaient importants. Donc Boutros Ghali et Kofi Annan, les deux Africains, n'ont pas eu vraiment le temps de prouver malgré leur capacité individuelle. Michel, réaction? On l'a dit, les atouts de Macky Sall sont indéniables. Il a été pendant 12 ans président du Sénégal, il a été pendant plusieurs années président de l'Union africaine. Donc, il a été diplomate, bien que sa formation initiale soit géologue, je ne me trompe pas, il est géologue de formation. Donc, je pense que par son expérience au sein, il a été Premier ministre même du Sénégal. Donc, je pense que par son parcours politique et diplomatique, il a acquis certaines expériences qui peuvent lui être bénéfiques à la tête d'une institution comme celle du secrétaire général de l'Organisation de l'ONU. Donc, pour ma part, c'est des atouts qui sont à applaudir, à mettre en exergue, mais comme l'a dit le docteur, ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants. Il y a une même qui a été Premier ministre du Chili, il y a l'autre qui a été l'Argentin. Ils ont au moins les 4 premiers candidats qui se sont signalés, ils ont des parcours qui sont quand même assez évocateurs, parce que la plupart dirigent des institutions internationales. Donc, ils sont quand même à la hauteur de pouvoir diriger une institution comme l'autre. Maintenant, ce qui va jouer, c'est, comment on dit, le soft skill, c'est-à-dire que comment il va négocier avec ceux qui sont capables de lui donner ce pouvoir-là. C'est notamment les membres du secrétariat du Conseil de sécurité. Les 15 membres du secrétariat, notamment même les 5 surtout. Donc, pour cela, ce n'est pas Macky Sall qui doit y aller, parce que les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Ils représentent quel intérêt pour eux? C'est ça la première question. Quand Macky Sall va vers eux, il représente quel intérêt pour eux? L'intérêt pour ces personnes-là, c'est d'avoir un bloc comme l'Afrique qui pouvoir mener leur politique, parce qu'après avoir aidé Macky Sall, ils voudront avoir des retombées au plan diplomatique avec les pays qui l'ont soutenu. Donc, je pense que ces négociations-là sont âpres. Ce sont des négociations âpres, difficiles, et pour les mener, il ne faut pas être seul. Il faut être avec un bloc assez suffisant. Et je pense qu'au niveau des pays de l'Amérique du Sud, ils auront ces soutiens-là des pays, non seulement de leur pays, et aussi de plusieurs autres pays qui pourront faire que la balance va pencher en leur faveur. Donc, aujourd'hui, la candidature de Macky Sall, moi, je me suis demandé, est-ce qu'il ira jusqu'au bout, au point qu'il vienne en avril, il a fait sa conférence. Ça m'a surpris personnellement. Je me dis, bon, mais Macky Sall, il compte sur quoi? Je me suis posé aussi cette question. Il compte sur quoi exactement? S'il compte sur ses atouts de diplomate seulement pour mener cette bataille-là, je pense que ce n'est pas trop pertinent. Docteur Issis, Macky Sall veut également plaider pour 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique qui dispose déjà de 3 sièges tournants non permanents. Justement, selon vous, est-ce que cette initiative peut-elle contribuer justement à renforcer la voix de l'Afrique? Merci infiniment, madame. Alors, juste faire remarquer rapidement que si le poste, la personne du secrétaire général des Nations Unies avait un impact aussi prégnant sur le fonctionnement ou bien sur l'organisation, ça se serait su depuis Boutros Ghali, depuis Kofi Annan. Aucun président, l'actualité nous édifie à cet égard. Guterres n'arrive même pas à faire arrêter la désescalade de la violence, tout ça, de la conflictualité. Donc, il faut savoir raison garder et puis ne pas surestimer la mission, l'impact, le rôle du secrétaire général des Nations Unies. Une fois que cela a pu être dit, il faut faire remarquer aussi qu'au niveau macro, actuellement, le rapport de force entre les P5, les 5 membres permanents, a atteint un niveau d'inimitié, de logique de poursuite d'agenda
individuel égoïste que le simple fait de se positionner de se faire élire en tant que secrétaire général ne saurait même pas suffire à faire bouger les lignes au niveau international. Il en faut davantage, à savoir la cohésion, le bloc autour d'une candidature qui, en amont, aurait été préparée par les Africains, conformément au principe de subsidiarité au niveau régional, au niveau sous-régional. On adoube la candidature au niveau national aussi. On s'entoure des démarches diplomatiques pour rapprocher les positions. Ça n'a pas été construit. Et c'est ce qui me fait défendre la thèse d'un agenda personnel poursuivi par Macky Sall. Et peut-être, sans camper le rôle d'un psychanalyste, peut-être lui prêter l'intention de pouvoir se refaire une santé en termes d'image, parce qu'il s'agit d'abord et avant tout d'image management à l'international, parce que les circonstances dans lesquelles il est parti du pouvoir ont fait qu'aujourd'hui, son image, le prestige dont il a joui jusque-là, a pris un coup. Et je pense que c'est ce qu'il essaie de redorer à travers cette opportunité. Messieurs, je vous invite à marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de cette émission qui traitera justement du processus de nomination du secrétaire général de l'ONU, juste après la pub. Retour sur ce plateau de ce politicien qui traite justement dans cette deuxième partie du processus de nomination du secrétaire général des Nations Unies. 15 conseillers pour élire le prochain secrétaire général de l'ONU. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage justement sur le processus de nomination du secrétaire général dans ce reportage. La succession d'Antonio Guterres à la tête des Nations Unies, dont le mandat expire le 31 décembre 2026, s'ouvre progressivement sur fond des négociations diplomatiques au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le processus hautement politique repose sur des consultations à huis clos entre 2025 et 2026, où les 15 membres du Conseil, dont les 5 permanents dotés d'un droit de veto, devront s'accorder sur un nom avant transmission à l'Assemblée générale. Le terrorisme reste une menace globale et le système de sécurité collective des Nations Unies doit le combattre. Nous ne devons pas accepter que l'Afrique en devienne le sanctuaire du terrorisme international. Plusieurs candidatures commencent déjà à émerger. Parmi les profils régulièrement évoqués figure l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet. La diplomate argentine Virginia Gamba est également citée pour son expertise dans les questions de désarmement et de sécurité internationale. Plus récemment, l'ancien président sénégalais Macky Sall a vu sa candidature transmise aux Nations Unies, entrant ainsi dans une compétition encore ouverte. Élection. Ce n'est pas une élection. Ce qui va se passer, c'est que les 15 pays, dont la Chine, les États-Unis, entre autres, vont se réunir pour décider ensemble de la personne qu'ils choisiront. De notre côté, nous n'avons aucun problème avec la Chine. Lorsque la Chine a organisé un événement, le FOCAC, tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Ce que nous devons expliquer aux Sénégalais, c'est que le vote ne nous revient pas. Pour l'instant, aucun candidat ne s'impose clairement dans la course. L'issue dépendra surtout d'un compromis entre les grandes puissances membres permanents du Conseil. Pour être retenu, un candidat doit obtenir au moins 9 voix favorables sur 15, sans faire l'objet d'un veto d'un membre permanent. Le choix du prochain secrétaire général devrait ainsi se dessiner à l'automne 2026, au terme de négociations diplomatiques menées à huis clos entre États membres. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons 3 candidats justement qui concourent également au poste de secrétaire général de l'ONU, notamment Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, soutenue par le Chili, le Brésil et le Mexique, le diplomate Rafael Mariano, soutenu par l'Argentine, Rebecca Greenspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et également ancienne deuxième vice-présidente du Costa Rica, Michel Beta. Conformément à la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité fait une recommandation à l'Assemblée générale après adoption de sa résolution à l'issue d'un scrutin à huis clos.
Mais le scrutin à huis clos est décidé par les 5 grands du Conseil de sécurité. Donc, en fait, c'est de pouvoir démarcher ces 5-là et la faire jouer. Mais vous voyez que, comme on le disait sur le cas Macky Sall, il sera difficile pour lui de les démarcher. Parce que, je l'ai dit et je le répète, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Derrière Macky Sall, il y a qui? Il y a quel intérêt? Aujourd'hui, vous avez parlé de la candidate de la Chili. Ben, vous avez cité les pays qui la soutiennent, le Brésil, et donc des moindres. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est une question de pays en train de négocier avec des pays pour espérer, après ces élections, espérer tirer les dividendes. Donc, notre commentateur a dit que le Sénégal n'a pas de problème avec la Chine, pour dire que la Chine pouvait être un allié sûr pour accepter d'adouber leur candidat, mais la Chine ne le ferait pas parce que le Sénégal n'a pas adoubé le candidat Macky Sall. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, quand on parle des élections telles qu'elles sont à ce jour, elles sont en train de se dessiner là, ces élections-là, on voit plus les autres pays les autres continents en train de s'unir pour avoir un candidat qui va faire chorus, autour duquel ils vont faire chorus pour espérer prendre la tête du secrétariat général de l'ONU. Donc, je dis que l'Afrique est mal partie pour ce combat-là. Victor, réaction? Oui, je ne désespère pas tant. Moi, je ne désespère pas. Pour la simple raison que dans les 5, il y a quand même la France. N'oublions pas que Emmanuel Macron avait déjà nommé Macky Sall comme représentant spécial. Donc la France pourrait être un soutien? Donc la France, de mon point de vue, à la candidature de Macky Sall? Pour la candidature de Macky Sall pourrait être un soutien. Le deuxième espoir que je nourris, c'est la Chine, qui aujourd'hui a complètement orienté sa politique de conquête vers l'Afrique et qui a donc besoin de quelqu'un qui peut parler aux Africains, qui connaît les Africains, qui peut négocier avec les Africains. Et Macky Sall, on vient de le dire, en tenant compte de son CV politique, peut être cette personne-là. Donc, si on a la France et si on a la Chine, je pense que les négociations vont se mêler. Il va rester 3, mais on peut toujours négocier avec les 3. Pourquoi? Parce que Macky Sall lui-même est un grand négociateur. Vous savez qu'on l'a dit sur ce plateau, que c'est lui qui a permis la présence de l'Union africaine au rendez-vous des G20. Donc, ce n'est pas la négociation qui peut manquer. Mais c'est vrai, il y a eu un faux départ. Mais ce faux départ peut se rattraper. Il suffit simplement que l'on s'y mette, qu'il construise une bonne équipe à côté de lui pour le pousser. Et je pense que le reste se joue là. C'est ce que je pense. Docteur Essis, réaction? Merci beaucoup, madame. Alors, je ne sais pas si mon frère Djokoui prend la juste mesure des enjeux. On ne parle pas de deal entre des États et un individu, si puissant ou bien si prestigieux soit-il. Nous sommes en géopolitique. Il s'agit de calculs rationnels. Donnant, coût, avantage, rapport avantage-bénéfice, coût-bénéfice. Ici, vous prenez les États, les P5 par exemple. Vous les prenez individuellement, la Russie. Regardez l'actualité géopolitique de la Russie sur le continent africain. Regardez celle de la Chine sur le continent africain. La France, on n'en parle pas. Aujourd'hui, vous regardez la Chine et la Russie en train de se mettre, d'aller dans le sens contraire à ce que le gouvernement sénégalais souhaiterait. Au nom de leurs intérêts géostratégiques, géoéconomiques, jamais ils n'iront dans un tel sens. À côté de cela, il faut faire remarquer que ce qui est la donne la plus importante dans ce processus de sélection, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est le veto, c'est-à-dire le veto qu'exerce, le droit de veto qu'exerce un membre permanent du Conseil de sécurité. Peu importe ce que la France peut apporter comme soutien, il suffit simplement que l'un de ces 5 grands-là décide d'exercer son droit de veto pour que la candidature soit bloquée. Donc voilà ce qu'il faut prendre en compte dans l'analyse. Et puis, à titre... non, mais dire simplement qu'ici, là, on n'est pas dans les vœux pieux. Ça ne compte pas, le wishful thinking. Vous dites votre espoir. Non, vous êtes invité en tant qu'analyste politique et l'exercice consiste à faire des analyses de corrélation entre variables. Vous vous dites, il a posé tel acte et les chances sont optimales de parvenir à tel résultat. En l'occurrence, on l'a dit, les circonstances qui ont présidé à son départ du pouvoir. Le timing, il est bon parce que, sauf votre respect, madame,
si on considère la pratique, il y a des variables qui déterminent l'alternance, pour ne pas dire la rotation. Il y a la donne géographique, ça tourne. Il y a le genre, la promotion du genre aujourd'hui, et puis il y a le facteur technocratique. Quand il s'est agi de nommer Kofi Annan, il n'était pas un diplomate chevronné, c'est un homme qui est sorti du système des Nations Unies, un diplomate chevronné, et sur qui le poids et le choix des 5 grands s'est porté. Après est venu en appoint le soutien de son pays, le Ghana. Boutros Ghali, lui, était un diplomate chevronné, universitaire spécialiste des relations internationales. La chute du mur de Berlin rebat les cartes, et là, on éprouve le besoin de donner une impulsion au multilatéralisme. Les 5 grands décident donc d'accorder une chance donc, aux diplomates de sorte à faire avancer les grands enjeux globaux. Mais aujourd'hui, Macky Sall est orphelin. C'est une candidature orpheline, et je pèse mes mots, parce que tout à l'heure, vous avez dit comment faire, peut-être après on y reviendra, comment faire pour faire prospérer la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Mais tant que des initiatives solitaires telles que celle-ci auront pignon sur rue, l'Afrique n'a aucune chance de se faire entendre, encore que géoéconomiquement, géostratégiquement, elle occupe une place marginale. La porte de sortie pour l'Afrique, c'est vraiment la solidarité africaine dans un cadre panafricain pour porter une candidature et se donner le temps de construire cette candidature à l'effet d'optimiser les chances de succès. Victor. Oui, parce que il m'a voilà, vexé. Non, pas vexé. Pas vexé. Indexé. Et il m'a indexé. Donc, je voulais juste répondre pour dire que, vous savez, quand on est sur un plateau de télé et qu'on est analyste, quelquefois, on est obligé de lire dans une boule de cristal. Quelquefois. Ce n'est pas toujours la bonne et la meilleure solution, mais quelquefois parce qu'il y a des données qu'on n'a pas. Et donc, quelquefois, on est obligé de lire dans la boule de cristal. Moi, je pense qu'on a encore du temps. L'élection ne se produit pas dans un mois ou dans 2 mois. On a encore Et comme moi, je sais que Macky Sall est négociateur, mais il a une équipe quand même derrière. On vient tout de suite d'évoquer le cas du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui, de mon point de vue, ne peut pas porter une candidature et puis laisser le candidat, abandonner le candidat. Donc, je pense que quelque chose est certainement en train de se construire. Gardons l'espoir et puis avançons, je pense que quelque chose peut se passer. Michel, réaction? Oui, bon, l'espoir fait vide. Donc, on ne peut pas lui en vouloir d'espérer. Mais ce que nous voulons voir, comme l'a dit le docteur, il y a des paramètres, c'est comme une fonction. Il a dit c'est comme une fonction. C'est-à-dire on met le X et puis on dit ça va aboutir là. On a mis le X, on dit le X, la variable X là, voilà, elle ne peut pas aboutir à un résultat probant. Donc pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que pour moi, quand j'analyse cette question-là, je dis vraiment, l'Afrique devrait dès maintenant même préparer une candidature. Si elle ambitionne vraiment de présenter un candidat, elle devrait dès maintenant présenter et préparer une candidature pour les échéances à venir. Parce que ce qui se passe à Macky Sall, c'est la pire chose qui puisse arriver à l'Afrique, c'est-à-dire une candidature qui vogue au-delà des considérations de solidarité, parce que quoi qu'on dise, l'Union africaine a déjà refusé. Son pays même a refusé. Mais attendez, quand on en arrive à là, moi je dis même la CEDEAO. 22 pays sur 55. Non, quand je dis ils ont refusé des voix officielles, mais celles qui ne se sont pas levées là, c'est-à-dire elles refusent. Parce que si tu ne veux pas ce que l'autre dit, tu le dis. Si tu ne le dis pas, c'est que tu es d'accord avec l'autre. Peut-être Réaction, docteur, au soutien de ce qu'il dit, que ce n'est pas de l'ordre du quantitatif. Voilà. Ça dépend du prestige des États qui disent non. Les États qui refusent de soutenir là comptent énormément dans l'échiquier d'un point de vue géopolitique africain. C'est ça qu'il faut intégrer à l'analyse. Vous avez pris l'exemple du Brésil pour nous dire combien de fois elle est soutenue. Vous avez pu prendre n'importe quel pays, mais vous avez pris le Brésil. C'est pas anodin. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les 5 grands même ont besoin de ces grands soutiens-là. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, la politique même internationale dans laquelle l'Amérique même évolue, là, elle évolue souvent solitairement. Et là, aujourd'hui, elle a besoin de refaire son image et elle a besoin du soutien de certains pays pour corriger certains de ses impairs. Donc ça, là, elle ne peut pas jouer avec les soutiens qui seront autour d'un éventuel président, secrétaire général. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se jouent autour de cette élection et la question centrale, c'est les appuis des différents blocs.
Et moi, je vais vous poser la question, en cas de, justement, d'accession de Macky Sall au poste de secrétaire général, quel résultat concret pour l'Afrique? Merci infiniment, madame. Je commence par dire que ce serait surréaliste aujourd'hui de penser que Macky pourrait valablement briguer ce poste. Une fois que j'ai pu dire ça, il faut dire que le poste de secrétaire général en tant que tel n'a pas un impact aussi déterminant que ça sur la gouvernance mondiale. Jusqu'à preuve du contraire, ce qui arrive à infléchir le rapport de force sur la scène internationale, c'est vraiment la puissance des États. Et pour les États puissants, mais pour les États faibles, ce sont les alliances stratégiques au niveau régional, la solidarité intra-régionale qui amène à infléchir le rapport de force. C'est pourquoi ce serait quelque part une vue de l'esprit que de confier le sort de l'Afrique à une candidature, si légitime soit-elle. L'Afrique devra son salut sur la scène internationale à sa capacité de se mobiliser autour de ces grands enjeux, de ces grands défis, et au sein d'une instance multilatérale telle que l'Union africaine, se positionner clairement en faveur des intérêts de l'Afrique portés par la vision panafricaniste telle que ça se met en place au niveau de la ZLECAf avec les quelques pesanteurs qu'on constate. Mais il faut que l'Afrique comprenne qu'elle ne doit sa survie sur la scène internationale qu'à son unité parce qu'elle est consciente de sa faiblesse ontologique. Voilà, depuis que les États africains ont accédé à la souveraineté nationale et internationale, on est parti du fait de l'impérialisme du mauvais pied. Donc c'est par la solidarité intra-régionale, au niveau sous-régional aussi, qu'on pourra faire avancer les choses en faveur, en tout cas, de nos aspirations. Dame Babou, selon vous, quel résultat concret l'Afrique pourrait-elle espérer en cas d'accession à la tête de l'ONU par Macky Sall? On peut dire que le premier résultat, si Macky Sall venait à être élu, ce serait la correction des mythes, parce qu'en réalité, la capacité des Africains à diriger de grandes organisations reste toujours des discussions au niveau de l'Occident et une partie d'autres parties du monde. C'est presque un mythe qui est entretenu. Parce que rappelez-vous que les deux Africains qui ont eu à diriger l'Organisation des Nations Unies, Boutros Ghali et Kofi Annan, c'est dans des conditions très difficiles, dans des conditions particulières, durant la guerre froide et ensuite le conflit israélo-arabe qui s'est glissé dans le mandat de Boutros Ghali qui a été écourté. Et Kofi Annan a été élu dans des conditions très très difficiles et il n'a pas eu vraiment le temps de diriger parce qu'il y avait toujours cette suspicion, ce soupçon qu'il était pro-américain, ce qui fait que lui a manqué le soutien des d'autres parties du monde qui étaient importants. Donc Boutros Ghali et Kofi Annan, les deux Africains, n'ont pas eu vraiment le temps de prouver malgré leur capacité individuelle. De toute façon, ils ont été empêchés de faire le travail tel que cela devait se faire. Donc si Macky Sall, ce qu'il présente comme son expérience, aller à servir réellement à réorganiser les Nations Unies, à réformer le système et à relancer le multilatéralisme, ce serait le premier résultat. Le deuxième résultat est lié au premier, c'est exactement, effectivement, les quelques dysfonctionnements en défaveur de l'Afrique en termes d'allocation de ressources, en termes de recrutement de cadres de haut niveau dans les postes stratégiques. Et même s'il ne sera pas le secrétaire général de l'Afrique, je pense que s'il a trouvé des dysfonctionnements liés à la position très faible de l'Afrique et qu'il les corrige, il y aura un peu de la résistance, mais cela pourrait s'accomplir, ce qui serait un très bon résultat. Là aussi, je crois que c'est important de le noter. Victor, réaction? Oui. Je pense que quand on a écouté Dr Essis, en réalité, on devrait passer à autre chose sur cette question. Parce qu'il a véritablement résumé, de mon point de vue, l'essentiel de ce qui devrait être dit. Mais je voudrais juste ajouter à cela ce qu'il a dit, que c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui est devenu tellement fort qu'il faut qu'on ait... L'Afrique doit avoir un porte-voix, quelqu'un qui parle pour l'Afrique. C'est-à-dire que vous savez que quand on est dans les instances dirigeantes du monde, l'Afrique est trop lésée, excessivement lésée d'ailleurs.
Donc, on ne dit pas que Macky Sall viendra régler tous les problèmes que l'Afrique retrouve dans ces instances-là, l'ONU, etc., etc. Mais au moins dire pour que les autres entendent. Et une fois qu'on a entendu, après réfléchir là-dessus pour voir quelle est l'orientation ou le résultat qu'on peut donner. Donc, on n'attend pas des résultats forcément qui pourra chambouler toute la structure, toute l'institution. Mais déjà à partir de son perchoir, dit parler pour l'Afrique, dit quelque chose, afin que nous, qui sommes panafricanistes, qu'on sache qu'il y a un fils de l'Afrique qui est perché haut et qui parle pour l'Afrique. Voilà la réalité. Docteur Essis, réaction? Merci infiniment, madame. Alors, ça m'inspire quelque chose. L'élection de Barack Obama aux États-Unis, on a tous pensé que ça viendrait faire bouger les lignes quant au sort de l'Afrique. Que nenni. Ça m'amène à dire, quand c'est... Même Kofi Annan. Voilà. Sur ces questions, moi, je ne suis pas pour le messianisme individuel. Je suis pour la force des institutions, telles que l'Union africaine, la CEDEAO, qui puissent parler au nom des peuples africains et par là même se légitimer, crédibiliser leurs paroles sur la scène internationale. Voilà, un individu. Vous voyez, je vais vous dire, il y a ce qu'on appelle la boîte noire, la black box, qui préside à la sélection de la personne. Et ça fait que quand cette personne est investie de ce pouvoir, il y a des pressions qui sont exercées à l'effet d'honorer les engagements pris. Donc, inscrivons-nous du point de vue africain plutôt dans une logique de cohésion institutionnelle, une logique de construction d'un projet qui puisse engager l'avenir de l'Afrique et par là même faire peser la voix de l'Afrique dans les instances de la gouvernance mondiale. Michel, réaction? Oui, vous savez que la majorité des grands conflits sont en Afrique. On en voit le Soudan, même dans la sous-région, les conflits, les pays de l'AES, le Mali et tout cela. Donc, la présence de Macky Sall, vraiment, il a dit même dans l'un de ses discours, de son discours de présentation de sa candidature, qu'il fallait que le monde entier ne laisse pas seulement le terrorisme à gérer par les Africains, mais il faut qu'il s'allie aux Africains pour gérer la question du terrorisme afin d'apporter des solutions. Donc, pour nous, la venue éventuelle, même si on ne croit pas trop, et de Macky Sall à la tête de cette institution pourrait nous amener à porter un regard plus incisif sur les crises qui minent notre continent. Parce que c'est vrai que les crises sont là, mais les grands pays ne sont pas tellement engagés. Et on voit que ces crises-là s'empirent, notamment aujourd'hui au Soudan, où on ne voit même plus de pays. Le pays a presque disparu. C'est en train de prendre l'ampleur aussi dans la sous-région avec les pays de l'AES. Donc, je veux dire qu'on aurait pu, sur cette base-là, encourager cette candidature-là, la soutenir pour que la voix du continent qui est vraiment en crise puisse trouver des solutions efficientes et efficaces. Mais malheureusement, on n'en est pas là encore, mais je pense qu'on y arrivera un jour. Petite question. Victor, est-ce qu'on va terminer avec vous, docteur? Oui, je voudrais dire à Michel qu'il parlait du terrorisme en Afrique, il parlait du Soudan, mais quand vous comparez la crise du terrorisme, la guerre qu'il y a au Soudan, à la guerre de l'Ukraine, on a comme l'impression que ce sont deux guerres différentes. Simplement parce qu'il n'y a personne pour porter la voix de l'Afrique. On est d'accord, c'est vrai que... Les mecs qui sont déployés pour résoudre les questions là-bas, ces moyens-là sont astronomiques, contrairement à ce qui est déployé pour résoudre les questions en Afrique. Dr. disait que lui, il compte beaucoup plus sur la force ou la puissance des blocs. Mais moi, je veux dire, il faut déjà qu'il y ait quelqu'un pour dénoncer. Il faut déjà qu'il y ait quelqu'un pour dire. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour dire il y a une guerre au Soudan qui décime la population de façon inutile et qui installe même la famine. Il faut que quelqu'un le dise de sorte que les instances dirigeantes au niveau du monde puissent s'intéresser au Soudan. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour parler du terrorisme pour que la France et tous ces autres pays-là puissent s'intéresser à ce terrorisme-là. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que sur des chaînes internationales, on voit les responsables du terrorisme s'y exprimer? Ça veut dire que ces personnes-là, l'Occident connaît où sont logés. Même les Africains connaissent. Voilà, mais pourquoi on laisse prospérer cette mauvaise pratique-là? Vous comprenez? Donc moi, je suis d'accord avec, comme Dr. Essis le dit, avec les blocs, avec les grosses institutions, mais je suis également d'accord avec
l'individu qui peut être bien placé pour parler et défendre l'Afrique. Docteur Issis? Merci infiniment. Frère Djokoyi, quelqu'un serait spontanément tenté de vous demander, au regard du poids diplomatique du Sénégal en Afrique de l'Ouest, ce que Macky n'a pas pu faire durant ses mandatures successives, qu'est-ce qui nous fait croire qu'il peut réussir en tant que secrétaire général de l'ONU? La qualité de la personne, la qualité de la personne. Non, je dis, c'est la même personne, Macky Sall. Il était président du Sénégal. Oui, mais maintenant il est secrétaire général. Je vous comprends. Et aujourd'hui, ça pose la question de son poids politique au niveau sous-régional. Qu'est-ce qu'il a pu faire allant dans le sens de la lutte contre le terrorisme transnational, qui était une menace immédiate aussi aux portes du Sénégal? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Aujourd'hui, quand je regarde ses comptes performances, donc au regard de l'enjeu de lutte contre le terrorisme transnational, je me dis qu'il surfe sur cette question pour donner du coffre à sa candidature. Mais l'analyse froide d'un point de vue en termes de performativité, diplomatiquement, au sein de la CEDEAO, ils n'ont pas pu poser take steps, les pas qui aillent dans le sens de l'éradication en griffe de ce phénomène qui est en train de plomber la sous-région ouest africaine. Donc, voilà, malheureusement. Et donc, ce qui n'a pas pu réussir au sein de l'Union et au sein de la CEDEAO et par extension de l'Union africaine, qu'est-ce qui nous fait croire qu'en étant aujourd'hui secrétaire général des Nations Unies, quand on sait les contraintes stratégiques, géostratégiques qui pèsent sur ce poste, qu'est-ce qui nous fait croire qu'il pourra prospérer à ce niveau? Fondamentalement, je ne suis pas défaitiste, mais je suis rigoureux dans l'analyse pour ne pas être déçu après. Je vous remercie, madame. Docteur Marc Essis, directeur de l'Institut des relations internationales et de la gouvernance IRIG, merci d'avoir été notre invité pour ce politicien. Très honoré, merci infiniment. Victor Djokoyi, analyste politique, merci d'avoir été là. J'ai été très heureux d'être sur ce plateau. Dame Babou, journaliste correspondant de Sud Communication Sénégal, merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup Marcel, ça a été un plaisir de participer à ce débat. Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier, merci d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez cette édition spéciale de Politicien sur toutes nos plateformes et sur l'application MyAfrica 24.